Bonjour, je suis Pascal Buffard, je suis président d'AXA Group Solutions et également président du SIGREF depuis octobre 2011. Une association qui a 42 ans, 43 cette année, qui a été, je crois que c'est intéressant, créée par des dirigeants, 3 dirigeants d'entreprise qui étaient à l'époque, je dirais, conscients et convaincus que l'informatique allait profondément transformer leurs entreprises et allait développer la performance de ces entreprises. Et c'est la raison pour laquelle le SIGREF a été construit. À l'époque, il n'y avait pas encore de DSI, ni même de directeur informatique au sens où on l'entend aujourd'hui. Et ce SIGREF, je dirais, pendant ces années, je dirais jusqu'à la fin pratiquement des années 90, s'est intéressé, je dirais, aux problématiques de l'informatique et de la transformation essentiellement des processus existants dans l'entreprise et des processus qui, étant aménagés, transformés, optimisés, permettaient d'améliorer la performance interne. Je crois qu'à partir des années 90, je n'étais pas encore au SIGREF à cette époque, le focus a commencé à changer. Et c'était l'époque où, je dirais, cette orientation client a commencé à prendre forme dans nombre d'entreprises. Et aussi, il faut s'en souvenir, c'est dans les années 90 que le web a commencé à prendre son essor pour arriver sans doute à culminer une première fois avec l'éclatement de la bulle que vous connaissez. Toujours est-il que le SIGREF a été présent dans tous ces instants et même un peu plus, puisque à travers aujourd'hui nos 130 et quelques membres, nous avons contribué aussi à développer une intelligence collective, et une intelligence collective dont on a rapidement eu conscience qu'elle était non seulement, je dirais, une capacité à soutenir le développement de nos entreprises, mais qu'elle était peut-être plus que ça, c'est-à-dire un véritable levier de création de valeur et de transformation au sein de ces grandes entreprises que nous représentons. Nous avons observé qu'au-delà de ce qui se passait dans nos entreprises, au-delà de la contribution qui pouvait être la nôtre en termes de contribution au succès, à la performance de l'entreprise, les DSI pouvaient aussi, je dirais, être quelque part un peu les facilitateurs de cette transformation qui commençait à se faire jour, et pas uniquement dans nos entreprises, mais dans la société tout entière. C'est très clair que je dirais, l'un des plus grands pays du monde aujourd'hui n'existait pas il y a 5 ans, je veux parler de Facebook. Bon, voilà un exemple qui montre bien que les usages, en dehors même de l'entreprise, se sont largement déployés, que nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires sont aujourd'hui, je dirais, complètement intégrés dans ce monde numérique, ont une véritable capacité à accéder à l'information, à manager l'information à toute heure, en tout lieu, et que ceci est une évolution tout à fait fondamentale, laquelle d'ailleurs s'accompagne d'un certain nombre d'exigences nouvelles, des exigences sans doute de transparence, des exigences de rapidité d'exécution, d'efficacité, de qualité, qui sans doute étaient moins présentes ou moins fortement présentes dans le passé. Donc c'est fort de ces convictions que nous avons décidé de lancer, c'était avant 2010, c'était quelque part en 2008, de créer, je dirais, une autre source d'intelligence que celle constituée par nos groupes de travail, de constituer une capacité d'intelligence bâtie sur une fondation, la fondation SIGREF, qui est abritée par la fondation Sophie Antipolis, et laquelle a lancé, je dirais, un programme de recherche international, un programme de recherche qui associe tous les plus grands laboratoires de recherche et les plus grandes universités du monde. Ceci nous a permis de lancer ce programme de recherche que je qualifierais d'ouvert. Je pourrais même parler d'open recherche, d'open innovation si vous voulez, et qui a comme ambition, analysant le passé, c'est-à-dire pratiquement les 30 dernières années et le futur, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, de définir ce que pourrait être le design de l'entreprise 2020. Alors, ce programme de recherche, je dirais, a une vocation effectivement beaucoup plus qu'à analyser les technologies, à analyser l'évolution des usages des technologies et en quoi elles transforment, je dirais, les comportements et les attentes.
C'est clairement ce à quoi nous nous sommes attaqués à travers ce programme de recherche. Je citais juste un exemple, un projet que nous avons mené, ou que plus exactement l'Université de Californie du Sud a mené, sur l'évolution et la transformation des business models. Parce que le numérique, ce n'est pas que la webisation de processus existants, c'est bien plus que cela. Et donc c'est ce que cette étude a notamment illustré à travers un cas, il y en avait plusieurs, mais enfin entre ces cas, il y en a un qui me semble assez représentatif de ce qu'est la transformation numérique. Le cas de Nike. Nike qui, comme vous le savez, est un fabricant de chaussures et qui s'intéresse particulièrement aux coureurs à pied. Eh bien, Nike, il y a quelques années, a fait ce constat que les coureurs à pied étaient des gens qui mesuraient ou aimeraient mesurer fréquemment leur performance, mais aussi étaient des gens qui, en courant, écoutaient de la musique, à l'époque avec leurs iPods. Et Nike a imaginé un nouveau service, un service qui permettrait, à travers un capteur placé dans la chaussure, connecté à l'iPod, d'enregistrer à la fois les performances et aussi de permettre au coureur de satisfaire à sa passion d'écouter de la musique. Ceci étant, quand il rentre à la maison, il a la capacité de connecter son iPod, je dirais, au web et à Facebook, et de partager cette performance avec tout un tas d'amis, ce qui, je dirais, correspond aussi à son aspiration. On voit très clairement une évolution du business model de Nike qui est en partie de la chaussure, en est arrivé, je dirais, à la passion de ceux qui achètent ces chaussures, c'est-à-dire la course et la musique, et à créer autour de cela un service à valeur ajoutée lui permettant de se différencier. Et je crois que c'est très clairement illustratif de ce à quoi nous sommes confrontés. Il s'agit bien plus, je dirais, que de reproduire ce qui existe, que d'inventer, réinventer nos métiers, de manière, je dirais, à être capable toujours de faire la différence. Parce que dans l'économie dans laquelle nous vivons, je dirais, cette nécessité absolue de faire la différence par rapport à ses concurrents est juste devenue un élément vital. C'est clair que dans ce monde de plus en plus ouvert, la relation avec les fournisseurs est aussi un élément tout à fait clé. Du succès de nos projets, de nos systèmes d'information eux-mêmes. Ça a toujours été le cas, et c'est d'ailleurs même une vocation historique du SIGREF que de développer cette relation avec les fournisseurs et aussi entre nos membres vis-à-vis des fournisseurs, pour être tout à fait clair. Ce que l'on souhaite, c'est, je dirais, établir la transparence. Établir la transparence. Et donc nous avons effectivement, je ne vais pas les citer, je ne cherche pas à faire la publicité de tel ou tel, mais des relations construites, élaborées, continues, avec les très grands fournisseurs, et notamment les très grands éditeurs de logiciels, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas avec les autres, mais ceux-là, je dirais, on a une attention tout à fait particulière parce que, comme on peut l'imaginer, les solutions qu'ils nous offrent sont parfois des solutions qui s'inscrivent dans une durée longue. Et donc, de fait, il y a toujours un risque, quelque part, que, étant installé, il bénéficie, je dirais, d'une sorte de rente de situation qui, évidemment, n'est pas dans l'intérêt de nos membres et de nos entreprises. Donc, il s'agit d'avoir de la transparence sur, évidemment, les offres, mais aussi les modèles de tarification, les évolutions de ces modèles de tarification. Et c'est ce à quoi nous nous attachons. Nous publions tous les ans à destination de nos membres. C'est une des très rares publications du SIGREF qui n'est pas publique, qui est réservée aux membres. Mais nous publions tous les ans des livres blancs qui sont construits et rédigés avec les fournisseurs et qui permettent d'assurer cette transparence et qui permettent à nos entreprises membres de mieux se positionner dans la relation que chacune d'elles a avec ses fournisseurs. Je crois que c'est la vocation du SIGREF. Le SIGREF n'est pas un syndicat qui négocie. Le SIGREF est une association d'entreprises qui cherche à établir des relations matures avec les fournisseurs. Je pense que les fournisseurs sont aussi dans ce monde, qui est non seulement un monde de collaboration, mais aussi un monde de coopétition, je dirais, sont un des éléments fondamentaux de l'écosystème parce qu'ils sont à même de nous apporter, je dirais, parfois des solutions que nous sommes bien incapables par nous-mêmes de construire. Nous nous sommes déplacés d'une simple fonction technique et de support vers une fonction beaucoup plus de partenariat, c'est-à-dire bien plus qu'une relation client-fournisseur au sein de l'entreprise, mais vraiment, je dirais, le partage et l'élaboration conjointe de la stratégie des métiers et l'accompagnement des métiers dans leur mise en œuvre. N'oublions pas
gardons quand même en tête que notre métier fondamental, ça reste bien celui de maîtriser la technologie, c'est-à-dire de délivrer la meilleure qualité de service au meilleur prix. Si nous ne sommes pas capables d'assurer ces fondamentaux, nous ne pouvons pas prétendre à être des partenaires légitimes du métier et des métiers. Ça, je crois que c'est un point très important. Donc le DSI, il se doit d'avoir beaucoup de qualités, des qualités à la fois et des compétences en matière de technologie, et qu'il doit savoir évidemment développer au sein de ses équipes. Après, quelles sont les compétences clés qu'il convient de conserver et quelles sont les compétences nouvelles qu'il convient de développer? Oui, le DSI a toujours son rôle de partenaire des métiers, de partenaire de la direction générale, et c'est ce qu'on a montré à travers les études qui sont publiées. Vous pouvez directement accéder sur le web, à travers le site SIGREF. La technologie évolue excessivement vite. Elle évolue excessivement vite sur des rythmes qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaissait dans les années 90, voire même au début des années 2000. Et donc ça nécessite sans doute une autre approche. Une approche qui consiste sans doute à revoir la manière dont nous conduisons les projets, sans doute dans des méthodes beaucoup plus agiles, en tout cas sur tout ce qui concerne la vitrine de l'entreprise. N'oublions pas quand même que ces legacy ou ces patrimoines sont aussi aujourd'hui, je dirais, les garants de la profitabilité de l'entreprise. Donc peut-être faut-il envisager une informatique à deux vitesses. Une informatique agile, très efficace, dans laquelle je dirais, les équipes projets sont des équipes pluridisciplinaires, métiers, IT, et qui, je dirais, apprennent aussi de leurs difficultés et de leurs échecs. La cybercriminalité, pour ne citer que cela, est un élément excessivement difficile et délicat qu'il faut prendre en compte, et ça veut dire qu'on est dans un nouveau paradigme, je pense, pour ce qu'on appelle les Chief Security Officers, qui jusque-là avaient, je dirais, un rôle qui était de dire non. Bon. Alors maintenant, ils ne peuvent plus dire non. Il faut qu'ils sachent comprendre les enjeux métiers, tout en assurant, je dirais, une bonne compréhension des risques et une bonne, je dirais, maîtrise de ces risques. Maîtrise, ça peut vouloir dire aussi je prends des risques, à condition qu'évidemment ils soient clairement connus des dirigeants et des métiers et assumés par eux. Ça veut aussi dire ne pas prendre des risques, le cas échéant, et donc mettre en place les mesures qui permettent, tout en s'ouvrant, de garantir la sécurité des éléments stratégiques du système d'information et des métiers de l'entreprise. Il y a un déploiement excessivement considérable des usages privés à travers évidemment le web, à travers le mobile, à travers les communautés, les réseaux sociaux. Et donc il y a une capacité des jeunes générations, je dirais, à se mouvoir dans cet nouvel espace, espace virtuel, que nos collaborateurs, qui sont, je dirais, aussi des individus, donc ont aussi en eux, et de ce fait se crée dans nos entreprises une sorte de cassure entre l'informatique traditionnelle, qui utilise des moyens traditionnels, et les usages privés. Et là, on a des solutions, en tout cas pour tous ceux qui ont compris que c'était inéluctable. Et d'ailleurs, non seulement inéluctable, mais un véritable levier, je dirais, de performance, de transformation des cultures, qui est, par exemple, ce phénomène qu'on qualifie de Bring Your Own Device, qui permet, comme je l'ai là, d'utiliser son propre matériel, son propre device, son propre iPad, dans sa vie privée et au bureau, puisque cet iPad, avec les mesures de sécurité adaptées, me permet de me promener sur LinkedIn, Facebook, Twitter, mais en même temps, je dirais, d'accéder au système d'information de l'entreprise avec des conditions de sécurité qui sont bonnes et permettent d'optimiser tout cela. Alors, c'est un énorme avantage, c'est de donner aux collaborateurs la capacité, je dirais, à travailler avec l'outil qu'ils préfèrent, l'outil avec lequel ils sont le plus efficaces. Alors c'est vrai aussi qu'il faut avoir en la matière des approches un peu segmentées, parce que toutes les activités ne nécessitent pas nécessairement ce type d'approche, et même peuvent être, dans certains cas, pas très efficaces par rapport à des approches, je dirais, un peu systématiques, un peu
un peu répété fréquemment, si vous voulez. Bon, dans un service center, dans un call center, les process sont parfaitement décrits, parfaitement informatisés, parfaitement automatisés, et donc, je dirais, l'intérêt de travailler sur une tablette est sans doute moins. Donc, ce sujet du any device, anytime, anywhere, c'est quelque chose de tout à fait important, et pourquoi pas de my device, anytime, anywhere, et je crois que ça c'est très très important, un phénomène qu'on doit absolument intégrer. Les capacités offertes, vous les touchez du doigt dans, je dirais, l'utilisation que vous faites de votre appareil photo intégré à l'iPad. Vous pouvez les stocker dans l'iCloud. Vous pouvez, je dirais, à partir de ce stockage, accéder à ces photos de n'importe où, n'importe quand. Donc on voit, et ceci de manière complètement simple et transparente. Donc on voit très bien que le cloud va nous permet d'ores et déjà, en tout cas dans un certain nombre de grandes entreprises, je dirais, de bénéficier de cette capacité quasiment illimitée à un coût à l'usage. Donc ça veut dire que le modèle économique qui est derrière est très différent du modèle économique que l'on connaissait quand on achetait des licences et qu'on payait de la maintenance pour ces licences. On paye en fonction des usages et de la valeur qu'on retire de ces usages, faute de quoi on arrête d'utiliser les solutions. Par ailleurs, ça conduit à une standardisation en profondeur de l'infrastructure informatique. Qui dit standardisation dit coût bas, parce que capacité à faire des économies d'échelle. Et deuxièmement, dit agilité. Agilité parce que la simplicité de mise en œuvre est grande et elle est surtout quasiment unique. Et donc de facto, la capacité de déployer une nouvelle infrastructure est sans commune mesure avec ce qu'elle est encore dans nos entreprises. Quand vous demandez, je dirais, à disposer d'un serveur, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Quand vous décidez de déployer de l'espace de stockage dans Amazon, ça prend quelques secondes. Bon. Donc on voit bien qu'on est dans des ruptures terrifiantes, je dirais, de ce que la technologie nous permet de faire, et que c'est toute la difficulté, et c'est là tout l'intérêt de ce partenariat avec les métiers, c'est de traduire en avantage métier cette capacité nouvelle, premier avantage étant sans doute de réduire les coûts et d'améliorer l'agilité.